Bonsoir à tous et merci aux courageuses et courageux qui sont encore là dans un temps aussi tardif après quasi 3 jours intensifs de colloques. Et bienvenue donc pour cette troisième table ronde autour des questions des dimensions éthiques dans les démarches de didactique professionnelle. Alors, je voulais commencer par dire que je ne suis pas spécialiste des questions éthiques, voilà, mais j'ai pu bien m'entourer, en fait. Donc, je vous raconte en 3 mots. J'ai dû parler de conflits éthiques dans un papier à un moment où je m'intéressais à l'activité, on pourrait dire, empêchée et clandestine des aides-soignants. Et puis, du coup, il y avait des collègues qui m'ont dit « Ouais, mais quand même, les questions éthiques en didactique professionnelle, c'est bien de se les poser. » Et ce serait bien d'ouvrir quand même un questionnement sur les dimensions éthiques, mais pour pas que ça reste quelque chose de... Même si on pourrait aller sur des éléments génériques, on voulait l'ancrer en fait aux démarches de didactique professionnelle. Donc comment on peut donner quelques peut-être repères dans les démarches de didactique professionnelle. Alors, du coup, moi au début, je me suis dit oui, mais je ne vais pas faire ma table ronde tout seul, et avec qui je vais la faire. Et donc du coup, au tout début, j'ai simplement regardé quels étaient les intervenants qui, dans ce colloque, parlaient d'éthique. Et puis, j'en ai trouvé plusieurs, et notamment, j'ai trouvé Fabrice, qui est un professionnel qui a fait un master éthique, donc ça tombe très bien, mais qui, en plus, a voulu mobiliser l'analyse de l'activité pour traiter des questions éthiques auprès de formateurs, et peut-être que certains l'ont entendu avant-hier, c'est ça ? Voilà, hier, pardon. Et puis, il y a aussi un autre groupe de collègues qui vont se présenter tout de suite, qui aussi intervenaient sur l'éthique. Et puis, une collègue qui se pose des questions éthiques beaucoup plus pratiques, pragmatiques, du côté des comités d'éthique pour les sciences humaines et sociales. Voilà. Et je vais vous laisser vous présenter. Voilà. Sinon, moi-même, Grégory Munoz, mais je me suis peut-être déjà présente, je ne sais plus, au Centre de recherche en éducation de Nantes, avec des entrées didactiques professionnelles. Voilà, Fabrice. Okay. Donc, Fabrice Cercleron, je suis cadre de santé, kinésithérapeute, enseignant-formateur à l'école de kiné de Nantes. Je suis aussi éducateur en locomotion, je suis formé à l'hypnose, et puis, comme l'a dit Grégory, j'ai fait un Master 2 en éthique. Et je m'intéresse à la dimension et la posture et la dynamique éthique du formateur paramédical. Merci. Candy Marques-Lerandon, je suis enseignante-chercheur à l'Université fédérale de Pernambuco, dans le nord-est du Brésil, à Recife. Et je travaille en psychologie de l'éducation. Je suis également secrétaire actuellement de l'ARDECO, qui se réunit autour des idées de Gérard Vergniaud. Et donc, j'ai eu l'occasion et le privilège de traduire plusieurs des conférences de Gérard au Brésil. Et voilà, donc j'interviendrai également sur le comité d'éthique au niveau du Brésil, dans les recherches au Brésil. Christine Pirisnard, docteur en sciences de l'éducation et de la formation, maîtresse de conférences, membre émérite du CREN. Je m'intéresse à la conceptualisation des aspects temporels dans l'activité humaine, particulièrement en contexte d'éducation et de formation, selon une approche articulant psychologie du développement et didactique professionnelle, dans le prolongement de l'œuvre de Gérard Vergniaud, avec qui j'ai fait ma thèse. Les questions éthiques se posent régulièrement dans le cadre des activités de recherche collaborative auxquelles je participe depuis de nombreuses années, et en particulier récemment avec un danseur chorégraphe du Centre chorégraphique national de Nantes, dont je développerai le point de vue dans le temps 2 de cette table ronde à titre d'exemple. Bonsoir, Bruno Hubert, professeur en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Lille, au laboratoire CIREL, directeur de l'équipe Profeor. Alors moi, j'appartiens au champ de la recherche biographique et je me suis beaucoup intéressé à ce titre à l'analyse de l'activité en utilisant des méthodologies d'écriture narrative dans les métiers de l'éducation, de la santé et du social. Et poser la question du droit à l'écriture de soi au sens large, au-delà de la stricte situation professionnelle, m'a inévitablement conduit à m'interroger sur les questions éthiques et à développer ce qu'avec Martine Janer-Raimondi, nous avons appelé une éthique de la délicatesse. Une éthique de la délicatesse qui participe à ce que les personnes souvent malmenées dans leur activité professionnelle
s'autorisent à prendre leur place. Marie-Paul Vanier, maître de conférence émérite à l'Université de Nantes, le laboratoire d'Ukraine. Alors, je crois que ce qui pourrait me caractériser le plus mon rapport à l'éducation et à la formation, c'est cette grande sensibilité au besoin de reconnaissance des sujets apprenants dans une approche capacitaire et non déficitaire de leurs compétences. C'est pour moi une définition simple de l'éthique que je propose. Le respect inconditionnel du sujet apprenant et l'engagement auprès de lui pour l'aider ni trop ni trop peu à apprendre à se développer, à l'image de ce que nous invite à faire Jérôme Brunner à travers sa définition de l'étayage, concept auquel j'ai consacré pas mal d'études et que je tente au mieux de mettre en acte dans mes rapports aujourd'hui aux étudiants à l'Université des Patients-Sorbonne. Merci. Donc, pour traiter de ces questions, pour mieux justement cerner cette thématique, nous avons avancé 3 questions. La première, en fait, très simple. Qu'est-ce que l'éthique selon vous, avec peut-être 1 ou 2 points de repère que vous pourriez donner? On va commencer par les spécialistes de l'éthique, c'est peut-être mieux. La deuxième question, ce sera quelles sont les questions éthiques qui peuvent se poser en didactique professionnelle, éventuellement en l'illustrant par un exemple. Et puis, une troisième question, là, et puis là, on vous embarquera, en espérant que qu'il vous reste encore un peu d'énergie, vers l'idée de, si on devait faire quelques propositions en vue de principes éthiques pour un intervenant en didactique professionnelle, ça pourrait être quoi? Une proposition, voilà, par exemple. Et on commence donc par ouvrir par qu'est-ce que l'éthique, selon vous? Quelques points de repère. Alors, avant toute chose, en préambule, j'ai été agréablement surpris parce qu'en venant ici avec ma casquette d'éthicien, entre guillemets, je ne pensais pas que ce terme aurait été autant employé durant ces 2 derniers jours, parce que je l'ai entendu, et j'espère vous aussi, de façon assez récurrente. Et la question qui se pose, c'est, mais est-ce qu'on parle bien de la même chose? Parce que l'éthique est un terme qui est assez vulgarisé en ce moment, on l'emploie de façon assez courante, mais est-ce qu'on est sûr de mettre vraiment les termes, les bons mots, et d'avoir la même intention? Là se pose la question, donc je vais commencer par reprendre déjà des mots de Véronique Lefebvre-Desnoëttes en 2021. C'est une psychiatre et une docteure en philosophie pratique et éthique médicale qui, pour elle, je cite, « L'éthique est donc une recherche et une réflexion sur les normes et les principes qui guident l'action humaine et auxquels on se réfère pour prendre une décision face à un conflit de valeurs. » Et cette parole, cette définition, si je peux dire, moi, a beaucoup fait écho ce matin, là, suite à la conférence au niveau de... alors que je ne fasse pas de bêtises, l'agroécologie, parce que je me suis vraiment retrouvé un petit peu dans cette dynamique pour dire que moi, initialement, je suis quand même issu plutôt de l'éthique médicale et qu'au final, tous ces principes-là peuvent peut-être être transposés dans n'importe quelle condition et n'importe quelle thématique. Donc pour aller un petit peu plus loin et pour vous montrer que l'éthique, c'est pas forcément évident, je vais vous permettre de reprendre une deuxième définition qui va être un petit peu plus pragmatique, alors qui est de Heguier en 2017, qui citant Maslach en 2008. Alors, pour la philosophie pragmatiste, l'éthique révèle d'une démarche continue d'apprentissage qui vise à rendre les acteurs capables de développer une pratique réflexive portant sur les finalités et les modalités de leur action, mais aussi sur les conditions requises pour pouvoir agir de manière adéquate en fonction de la singularité de la situation et du contexte, à savoir social, organisationnel et professionnel. Donc moi, pendant mon cursus de formation, comme je vous ai dit, je suis plus issu de l'éthique médicale. Et l'éthique médicale s'appuie sur Beauchamp et Childress en 2017, qui sont des éthiciens et qui ont mis en place 4 principes au niveau de l'éthique médicale, qui est la bienfaisance, la non-malfaisance, la justice et le respect de l'autonomie. Donc je vais me permettre de reprendre ces 4 points. Donc au niveau de la bienfaisance, il s'agit de l'obligation d'apporter des bénéfices et de peser ces bénéfices en rapport au risque.
Ce principe de bienfaisance exprime une obligation d'aider les autres à défendre leurs intérêts essentiels et légitimes par la prévention et la suppression des préjudices. Il requiert une démarche positive pour aider les autres et non simplement l'omission des actes causant des préjudices. Alors de même, en 2021, Fournier et Fourreur rappellent que respecter la volonté de la personne plutôt que refuser ce qu'elle demande est par essence bienfaisant pour elle. Donc, il faut donc savoir manier ce concept pour ne pas tomber dans l'excès de ce qu'on va appeler le paternalisme, privilégiant, d'après Gilles, l'obéissance servile au consentement éclairé, ou dans la simple empathie qui oblitère la réciprocité des bienfaits selon Delassus. Donc ça, c'était la bienfaisance. Maintenant, je vais parler de la non-malfaisance. Donc ce principe repose sur la notion de primum non nocere, c'est-à-dire principalement ne pas nuire d'inspiration hippocratique. Donc il s'agit de l'obligation de ne pas causer du mal. Donc cette notion de mal, elle est clarifiée toujours pareil par ces deux mêmes auteurs, Beauchamp et Childress, c'est-à-dire afin d'éviter de préjuger d'un cas, nous interpréterons le mot mal exclusivement dans un sens normatif, qui est celui de contrarier, de faire échouer ou d'entraver les intérêts d'un groupe d'individus. Ainsi, il se peut que tout compte fait, que l'action nocive d'un groupe de personnes ne soit pas mauvaise ou injustifiée, mais bien que l'acte de faire du mal soit en général et prima facie mauvais. La raison pour laquelle il est prima facie mauvais, c'est précisément parce qu'il entrave les intérêts de la personne affectée. Mais au-delà de la notion de vouloir faire de mal de façon intentionnelle, existe aussi la notion de l'action involontaire. C'est-à-dire les obligations de non-malfaisance ne sont pas uniquement des obligations de ne pas faire de mal. Elles incluent également des obligations de ne pas imposer de risque de causer du mal. Une personne peut faire du mal à une autre personne ou mettre quelqu'un dans une situation à risque sans intention malveillante ou intention de nuire, et l'agent du mal peut être ou ne pas être moralement ou légalement responsable de ce mal. Dans certains cas, les individus sont causalement responsables du mal quand ils n'ont pas l'intention ou ne sont pas conscients du mal causé. Donc même si ce discours, initialement, s'adresse plus à une dynamique soignant-soigné, je pense qu'elle est quand même transposable dans beaucoup de situations au quotidien et entre autres dans le principe de la didactique professionnelle. Donc pour aller un petit peu plus loin, au niveau d'une définition, le grand dictionnaire terminologique traduit ce principe par principe d'éthique médicale selon lequel on ne doit pas nuire à autrui, que ce soit de façon délibérée ou par inadvertance. Et d'après Page en 2012, ce principe est le plus important. Je vais terminer par les deux derniers principes qui sont la justice et puis le respect de l'autonomie. Donc la justice, c'est l'obligation de respecter les capacités décisionnelles des personnes autonomes. Et je vais faire le lien maintenant avec l'autonomie et ce qu'on appelle le respect de l'autonomie. Il s'agit de l'obligation d'équité dans la distribution des bénéfices et des risques, en sachant que derrière autonomie, on parle de l'autonomie décisionnelle de la personne et non pas l'autonomie fonctionnelle. Je vous remercie. Merci. Alors, moi, je vais vous parler donc de, justement, selon moi, ça pourrait être quoi la différence entre déontologie et éthique, justement ? Si je me réfère à Leplat, je pourrais dire que la déontologie, peut-être, elle serait du côté de la prescription, des choses qui sont écrites, il y a des chartes, et puis du côté de l'éthique, on serait plutôt dans la partie activité, on pourrait dire la partie, justement, son caractère en acte. Dans la déontologie, il y a un aspect d'obéissance formelle à une norme ou à une loi qui se voudrait générique, quand dans l'éthique, elle relève justement d'un ajustement et une singularité d'une situation en acte, on pourrait dire, selon un vocabulaire de la didactique professionnelle. Alors justement, comme je disais tout à l'heure, dans le travail d'aide-soignant, en fait, si je prends un petit exemple, je m'étais intéressé à 2 jours, en fait, par rapport à des conflits de but chez les acteurs, qui peut devenir des conflits éthiques et qui peut devenir une souffrance éthique, qui peut se traduire soit par une résignation, une soumission simple à la règle, ou par une démission, en fait. Et du coup, par exemple, je prenais un petit exemple où c'est une situation, donc là c'est une aide soignante qui dit il y a une dame là, la pauvre, personne l'aime beaucoup, etc. Et on va lui laisser ses chaussures dans son lit l'après-midi. Et puis c'est elle-même qui dit non mais laissez-moi mes chaussures dans mon lit parce qu'après
personne passera pour me les remettre. Et puis du coup, je ne vais pas pouvoir les remettre tout seul. Alors bien évidemment, personne ne passe pour lui remettre parce que justement les collègues voudraient travailler l'autonomisation fonctionnelle, hein, là pour le coup, de la personne en fait, de la personne âgée. Hein. Et elle dit, non mais moi, quand même, la pauvre, elle va dormir, elle va faire sa sieste avec ses chaussures, etc. C'est pas grand-chose. Alors elle dit c'est pas grand-chose, mais elle a une activité avec beaucoup de résidents hein, dans cet EHPAD auprès des personnes âgées. Et puis du coup, elle dit, moi donc je vais le faire. Mais par contre, elle nous dit dans l'entretien, qu'il y a un entretien d'instruction au SOSI, mais par contre, tu ne le racontes pas aux collègues, en fait, ça. Parce que, en fait, justement, les collègues, eux, ils ont déjà choisi de suivre le protocole, qui est le principe d'autonomisation de la personne. Et moi, je fais une activité clandestine, en fait, parce que, quand même, c'est quand même important d'apporter du bien-être à cette personne. Voilà, donc on voit comment les acteurs peuvent être tiraillés, justement, entre des déontologies d'un côté et puis une éthique en acte dans une situation particulière où cette personne n'est pas bien aimée des autres, donc quand même, ce serait bien de lui apporter ce petit bien-être. Voilà. Je peux le faire là. Donc on m'a demandé de parler de la différence entre éthique et morale, ce qui est quand même une sacrée question. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il n'y a pas toujours eu deux mots. Dans l'Antiquité, il n'y avait que éthique, qui venait du grec ethos et qui signifiait les mœurs, les conduites habituelles. Et c'était sans équivalent avant que Cicéron s'en mêle et introduise le vocable moral, qui au début venait de mores et disait aussi relatif aux mœurs. Donc c'est quand même intéressant de voir qu'avant on n'avait qu'un mot, après on a eu deux mots, et qui était qui recouvrait un peu la même chose. L'éthique recouvrait alors, dans l'Antiquité, l'examen de sa propre existence et de celle d'autrui, afin de rechercher une véritable cohérence entre ses pensées et ses comportements, afin de permettre l'amélioration de soi. Alors forcément, le retour depuis quelques décennies du discours éthique, c'est forcément à mettre en relation avec les menaces. Les menaces dont on a parlé ce matin, mais aussi les menaces qui pèsent globalement sur nos vies aujourd'hui et qui imposent d'être attentifs aux critères permettant de guider les actes de comportements singuliers. Taylor, dans Le malaise de la modernité, en 1994, décrivait déjà l'éthique comme une certaine façon d'être humain, qui est la mienne. Je dois vivre ma vie de cette façon et non pas imiter celle des autres. Si je ne suis pas sincère, je rate ce que représente pour moi le fait d'être humain. L'omniprésence de l'éthique ne peut être envisagée en dehors de cette injonction à être soi, qui est dénoncée notamment par Ehrenberg, et qui caractérise un peu notre époque. Plusieurs philosophes contemporains, notamment Monique Cantos-Perber, affirment qu'il ne faut pas exagérer la différence entre éthique et morale. D'autres philosophes, comme Ricoeur, trouvent qu'il est important de différencier les deux. Et Ricoeur, par convention, propose de parler d'éthique pour rendre compte de la visée d'une vie accomplie, et de morale pour exprimer plutôt l'articulation de cette visée avec des normes caractérisées par une prétention à l'universalité et des effets de contrainte. Au cœur de cette articulation entre les deux, la réciprocité, qui institue l'autre comme mon semblable et moi-même comme semblable de l'autre. Et chez Ricoeur, l'épreuve suprême de la sollicitude, lorsque l'inégalité entre deux personnes se trouve compensée par une véritable réciprocité dans l'échange. Le philosophe Fred Pochet, dans un article intitulé « Contextualité et théorie de l'agir humain, contribution philosophique à une distinction entre éthique et morale », on est bien dans le sujet, va encore plus loin, en pensant l'éthique à partir du point de vue des victimes de l'ordre établi. Pour lui, la morale immédiate invite la personne en détresse sociale à rendre compte de ce qui l'a fait souffrir. La parole, sous sa forme narrative, tient alors une place centrale et on la pense libératrice.
L'éthique immédiate, au contraire, je finis, manifeste le souci de l'autre par la médiation de l'hospitalité, par le silence, le regard bienveillant ou les gestes d'accueil. Pas d'injonction narrative, mais une invitation à habiter le lieu de la rencontre sans honte ni inquiétude. Il s'agit alors de répondre à l'appel de Castoriadis vis-à-vis d'un retour à l'éthique qui n'évacuerait pas la dimension politique. Et je pense ça très important aujourd'hui, de penser morale et éthique sans évacuer la dimension politique. Mais si on revenait aux questions éthiques qui peuvent se poser plus prosaïquement à la didactique déjà professionnelle. Alors, la didactique professionnelle s'appuie sur un retour oral ou écrit de l'activité qui a eu lieu. Et ce dédoublement entre celui qui se raconte ou explicite son action et celui qui a agi dans le cadre de sa profession s'avère toujours délicat, au sens de compliqué, aussi bien pour le professionnel que pour le chercheur qui l'accompagne. D'après Mireille Sifali, l'éthique se définit par l'exigence d'une réflexion en situation sur des dimensions que ni la science ni la technique ne peuvent totalement résoudre. Réflexion complexe, donc qui s'effectue toujours dans la singularité des situations vécues, celle professionnelle, celle de la recherche, où s'affrontent les points de vue, les représentations, les habitus, les croyances, les certitudes, les vulnérabilités des différents protagonistes. Le travail de didactique professionnelle vise à mettre en mouvement ces différentes dimensions dans un espace de discussion sans qu'elles relèvent a priori d'un ensemble de principes a priori qui guideraient à coup sûr les actions à mener. Dans cette optique, le chercheur en didactique professionnelle se doit d'instaurer un espace partagé où le professionnel est en confiance dans son intelligence herméneutique, comme dans celle que déploie son interlocuteur en regard. Ce partage nécessite l'instauration d'une relation entre deux personnes, quelquefois entre le formateur ou le chercheur et un groupe de personnes, dans ce que j'appelle personnellement une éthique de la délicatesse. Être délicat dans son appréhension de la relation, c'est d'abord se méfier du pouvoir. Pouvoir du formateur, pouvoir du chercheur face à un jeune adulte qui débute dans l'exercice d'une profession, par exemple, et avec lequel il est si facile, aux dépens du plus faible, je cite Hackenberg, de faire preuve d'une maîtrise arrogante qui fera obstacle à toute co-construction. Nous retrouvons là le sens premier de la nécessité d'une éthique, celui d'un abus de comportement. Au contraire, pour que la mise en récit de soi au sens large s'avère possible, il importe que chacun soit reconnu comme sujet. Pas uniquement un sujet psychologique, mais un sujet qui ne peut saisir le social autrement que de manière autoréférentielle, en rapport avec son histoire et ses expériences. Je cite là Christine Delory-Momberger. S'engager dans l'exploration de sa propre activité, c'est se contraindre à une exposition qui demande des moments d'explicitation de la démarche, tout à la fois cadrant, contenant, pour rassurer, mais pas trop pour laisser du jeu et faire place au possible. La délicatesse renvoie d'une part à une certaine adresse, une certaine habileté, une certaine finesse dans le savoir-faire, d'autre part à la douceur, à la prévenance pour ne pas brusquer la personne, mais aussi à la fragilité. La délicatesse accueille ce qui n'a pas encore les normes habituelles. Elle se contente de ce qui advient, quelquefois presque de l'informe reçu avec enthousiasme, une coécriture en présence qui ne pèse pas sur l'autre, juste appréciation de ce qui peut peiner, choquer. La didactique professionnelle, du point de vue du chercheur qui maîtrise cet outil et le considère comme un moyen de développement du pouvoir d'agir et d'interagir des professionnels, peut être associée d'emblée à la bienveillance et à une certaine éthique de la délicatesse, mais pour le professionnel qui la découvre, ou du moins la maîtrise moins, elle peut constituer une forme d'intrusion dans sa manière de penser son activité. L'exemple de Vincent, danseur chorégraphe invité à produire un récit sur son activité, illustre ce risque, et j'avoue que avant qu'il m'en fasse part, je n'avais pas trop réfléchi à cette question. Vincent commence son récit par ces mots. « La mise en mots de mes actions en danse durant des cours, ateliers ou transmissions me fait peur parce que je crains que cela disparaisse. » Un peu plus loin dans le récit, il précise les raisons de son inquiétude concernant le fait de poser des mots, à savoir d'expliciter des actions
des relations, des espaces-temps, des intuitions qui sont pour moi magiques, c'est-à-dire qui se sont déroulées malgré moi, ou le moi désirant volontaire, planifiant et ordonnant. Face à cette remarque, une position éthique du chercheur, si celle-ci consiste entre autres à respecter la volonté et la sensibilité du professionnel, serait-elle d'interrompre la collaboration ? Je me suis posé cette question à cette occasion et ce n'est pas ce que j'ai choisi de faire. Considérant que le vrai respect était plutôt de prendre en compte le récit que Vincent choisissait de partager avec moi pour que j'analyse du point de vue de la temporalité ce récit comme convenu. Je me suis placée du point de vue de Sébastien Charbonnier qui écrit que l'émancipation a lieu dans un geste de transformation de soi qui ne consiste pas à se conforter aux attentes, voire aux exigences de l'autre, mais qui repose sur les apports de l'altérité, que l'altérité procure comme une aide à se décentrer soi-même, à s'émanciper de ses propres croyances. L'émancipation, écrit Charbonnier, ne peut se faire qu'entre individus ayant besoin les uns des autres pour s'émanciper. Je me conforme en ça à la posture de double asymétrie que décrit Marie-Paule Vanier et que nous adoptons dans le cadre de nos recherches collaboratives. Vincent a besoin de moi comme j'ai besoin de lui pour que chacun de nous puisse aller plus loin dans sa réflexion personnelle et pour qu'ensemble, nous avancions sur la question de départ sur laquelle nous nous sommes entendus, mieux comprendre l'activité pour augmenter le pouvoir d'agir. Mais ce choix ne règle pas évidemment la question éthique posée, il impose de la mettre au travail avec le professionnel en proposant avec délicatesse une analyse que les professionnels peuvent discuter, voire réfuter si besoin. Donc de mon côté, du côté pratique, en fait, moi j'apporte 3 points qui font écho à ce que mes collègues disent et ont apporté ici sur la table ronde. Le premier point concerne le comité d'éthique. En fait, nous sommes soumis au niveau du Brésil, dans le cadre des recherches en sciences humaines et sociales, dans le cadre des recherches scientifiques, nous sommes soumis au comité d'éthique qui est par définition effectivement une instance interdisciplinaire et consultative qui se réunit régulièrement et qui permet de garantir la déontologie des protocoles de recherche impliquant la personne humaine. C'est en effet une obligation autant pour les enseignants, concernant autant le domaine de psychologie comme en éducation, de pouvoir soumettre leur projet de recherche avant même de pouvoir réaliser effectivement le recueil de données, mais c'est également obligatoire pour les étudiants dans le cadre d'un master ou d'un doctorat. Donc les étudiants en master ou en doctorat ne peuvent pas réaliser de recueil de données tant qu'ils n'ont pas la validation du comité d'éthique. Et ceci pose question, notamment en ce qui concerne les sciences humaines et sociales, puisque récemment encore, nous l'avons émis hier, une lettre ouverte a été écrite notamment au niveau du Forum des sciences humaines, sociales, sociales appliquées, linguistiques, lettres et arts au Brésil, concernant la loi qui est apparue, qui a été émise en 2024, donc l'année dernière, et qui dispose sur la recherche avec les êtres humains et institue le système national d'éthique en recherche avec les êtres humains, et qui est basé sur une conception biomédicale de l'être humain. Donc la question se pose effectivement lorsque nous sommes soumis à certaines normes et réglementations qui effectivement considèrent une conception donc bien biomédicalisée de l'être humain et qui ne prennent pas en compte notamment la diversité des cadres épistémologiques et conceptions que nous pouvons avoir au niveau de l'être humain dans ce qui concerne nos recherches en sciences humaines et sociales. Donc ceci est le premier point. Et en ce qui concerne le deuxième point, c'est par rapport à cette démarche donc de recherche en didactique professionnelle. Récemment, en février et en novembre, avec Grégory, nous avons élaboré et mis en place un dispositif de formation à l'Université de Nantes. Donc, nous avons proposé un cours d'initiation à la didactique professionnelle aux étudiants de master, n'est-ce pas, d'éducation et formation. Et l'une des applications a été de réaliser, en fait, de les initier à la réalisation d'un entretien d'autoconfrontation. Et donc, pour ces étudiants, c'était bien la première fois qu'ils étaient amenés à devoir questionner
un enseignant, en l'occurrence, bon, on se posait la question également qui connaissait cet enseignant, donc je pense qu'il y avait encore plus de délicatesse et effectivement un certain manque d'assurance de la part des étudiants, bien entendu, qui étaient accompagnés par nous-mêmes, voilà, et des questions ont émergé suite à la réalisation de cet entretien d'autoconfrontation par ces mêmes étudiants qui justement posaient la question de quelles sont les limites des questionnements que l'on fait à ce professionnel, à cet enseignant. Quelle est la position, puisque nous avons bien garanti et insisté avec les étudiants qu'il fallait avoir cette position bienveillante et que nous n'étions pas sur un jugement ou une évaluation des pratiques enseignantes du professionnel en l'occurrence. Et effectivement, pour eux, c'était bien la première fois qu'ils s'interrogeaient. Et cela m'a également interrogée, comme l'a évoqué Christine à l'instant, sur les enjeux et défis de la recherche en didactique professionnelle, notamment pour des étudiants qui ne sont pas forcément du domaine de la psychologie, puisque moi-même, je travaille plus en psychologie, effectivement. Et donc, c'est le fait de penser qu'au niveau de cet enregistrement vidéo, c'est être capable, par la suite, confronter, c'est être capable de s'observer, de se parler, de s'exprimer, de percevoir peut-être pour la première fois, pour la plupart, une pratique, effectivement, et de s'auto-critiquer. Donc cela questionne effectivement tout ceci. Donc qu'est-ce que cela provoque chez la personne et quelles sont les limites de notre part à travers effectivement l'éthique de la délicatesse et ces démarches-là. Voilà. Et pour enfin, un troisième point, c'est la question de la dévolution également aux professionnels après la réalisation de la recherche. Je pense que je suis là juste pour poser des questions. Vous avez remarqué. Donc du coup, effectivement, au niveau de la question de la dévolution, donc qu'est-ce que nous allons rapporter aux professionnels après l'analyse des données que nous avons recueillies à partir d'une démarche qui est de toute façon compréhensive, qu'allons-nous pouvoir rapporter à ces professionnels? Quelles sont les limites de ce que nous allons apporter au niveau de l'analyse de ces données? Donc ce sont des questions dont je n'ai pas de réponse, mais c'était effectivement la provocation. Merci. Et du coup vient un petit peu la troisième question. Donc, quelles propositions pouvons-nous faire concernant les principes et modalités éthiques en vue, pour un intervenant en didactique professionnelle? Alors, les collègues vont pousser un peu, mais je vais ouvrir une thématique un petit peu sur les recherches collaboratives, mais en m'appuyant notamment sur un anthropologue qui s'appelle Tim Ingold et qui propose dans son livre L'anthropologie comme éducation, en s'inspirant de la notion de correspondance chez Dewey, en fait, qui nous dit, en fait... du coup, il porte une charge critique envers, justement, alors il nous dit, face aux méthodologies des sciences dures à tendance extractiviste, ce ne sont pas toutes les sciences dites dures qui sont à tendance extractiviste, qui appliquent des protocoles robustes, fonctionnant par impact, véritable armement méthodologique qui éloigne les scientifiques des phénomènes qu'ils prétendent étudier, nous dit-il, Tim Ingold, donc, en plaidant contre un abandon de la science au modèle commercial de la production de savoir, donc vous voyez, c'est une charge quand même assez forte. Il avance l'idée, on pourrait dire, d'une science de la correspondance ou d'une science où on serait plus dans une approche collaborative avec les professionnels, en proposant que le chercheur soit plutôt appelé à devenir un écrivain scientifique, il le dit, qui s'appuierait sur, par exemple, un art de l'enquête de chez Dewey, parce qu'il s'appuie sur donc les travaux de Dewey, le pragmatiste, en cherchant et en enquêtant avec et pour les autres, dans une pleine attention à la fois aussi de leurs préoccupations et dans un soin et peut-être une délicatesse à la fois aux autres et aux choses qui préoccupent ces autres, justement. Et donc, on peut dire que ce type de réflexion pourrait nous amener à une recherche de la délicatesse. Moi, je proposerais de parler d'une recherche conviviale, mais voilà, pour différentes raisons. Et du coup, peut-être que les collègues vont nous en dire un peu plus sur quel principe on pourrait s'appuyer, et peut-être de la double asymétrie. Merci. Alors bon, beaucoup de choses ont déjà été dites autour de cette table au moment où je prends la parole. Que dire de plus de façon très synthétique? Il nous a semblé intéressant de développer ce que nous entendions par double asymétrie pour caractériser les rapports, les relations entre professionnels et chercheurs dans le champ de la didactique professionnelle.
Alors, au commencement, il s'agissait davantage d'un concept pragmatique, au sens où nous nous comprenions entre collègues en évoquant la difficulté, mais aussi la pertinence de l'installation de rapports de double asymétrie au profit d'une co-élaboration de savoir. Ce n'est que récemment que nous avons travaillé à une formalisation plus aboutie. Et entre parenthèses, Laurent Filietaz étant là, c'est au détour d'une revue de littérature plus systématique que nous avons découvert une terminologie qui, je pensais avoir vraiment fait émerger de ma petite tête, que nous avons découvert une terminologie proche en termes de double asymétrie croisée, développée par Laurent Filietaz et aussi Isabelle Durand, alors dans deux types de situations différentes, dans une étude d'interaction de service pour l'un et de situation de tutorat, je crois, pour l'autre. Mais là n'était pas notre propos, mais c'est bien de rendre à Jules ce qui est à César. Le concept de double asymétrie, en fait, c'est le produit de tout un parcours de chercheurs en didactique professionnelle. Vous voyez, il est assez long. Impliqué dans de nombreuses recherches collaboratives. On est à notre actif à 4 groupes de recherche sur des temporalités assez longues. Alors moi, je préfère dire aujourd'hui co-élaborative, justement pour rendre compte réellement de cette double asymétrie. Ce sont des recherches que nous avons menées avec Christine, qui est là, avec des professionnels de l'éducation et de la formation principalement. Un parcours vraiment marqué par un souci, alors je ne connaissais pas à l'époque délicatesse, mais voilà, constant de maintenir les conditions de respect, de reconnaissance, d'accompagnement des collègues, si j'arrive à me... Voilà, des collègues qui s'engageaient avec nous, qui acceptaient de s'engager avec nous. Alors aujourd'hui, nous parlerions certainement d'une exigence éthique. À l'époque, nous tentions de faire au mieux pour que tous les membres du groupe y trouvent leur compte, si je puis dire. Au commencement, donc, était l'action, ou plutôt l'activité in situ, et non le verbe, comme aimait à le dire Gérard. Mais assez vite, nous avons été amenés à poser le terme de double asymétrie pour expliciter le rapport qui s'instaurait petit à petit entre chercheurs et professionnels. Le petit à petit est important, car il s'agit vraiment d'un processus qui s'inscrit dans le temps, au fur et à mesure des rencontres, au cours desquelles chacun, chacune, définit, trouve, redéfinit, affirme la place et le rôle qui lui convient le mieux. La double asymétrie, donc, se négocie en actes, dans les interactions entre professionnels et chercheurs engagés dans un même projet de recherche. Elle se traduit par la reconnaissance inconditionnelle de la complémentarité des places, des rôles et des savoirs propres à chacun des sujets impliqués dans la recherche. Le choix de la terminologie invite pour nous à déplacer le débat qui oppose souvent horizontalité et verticalité dans les relations chercheurs-professionnels. Nous avons envie de soutenir, pour notre part, l'imbrication de ces deux caractéristiques dans la relation professionnel-chercheur. La symétrie renvoie à une relation non symétrique, qui s'inscrit de fait dans une relation en termes de verticalité, de par son caractère inégalitaire. La double asymétrie rétablit alors pour nous une certaine horizontalité dans la relation, chacun étant tour à tour dans la position de celui qui sait ce que l'autre ne sait pas encore. Et j'ajouterais même que ni l'un ni l'autre ne savent encore. Or, entre professionnels et chercheurs, professionnels et chercheurs disposent de savoirs spécifiques qui leur sont propres et qu'ils s'engagent à partager. Cet engagement les conduit non seulement à assumer des places et rôles distincts et complémentaires, mais également à se développer professionnellement et personnellement. Or, s'il est communément admis que les professionnels gagnent en compétences lorsqu'ils participent à des recherches, à des dispositifs de recherche dans une perspective de didactique professionnelle, il me semble important de souligner ici qu'il en est de même pour les chercheurs, dont les compétences relèvent tout autant, voire davantage, en tout cas en fin de carrière, de savoirs dits expérientiels, car issus de leur expérience de recherche en collaboration avec des professionnels, que de leur savoir dit théorique. En spécifiant la teneur de cette collaboration, de cette coélaboration,
nous enrichissons une première définition de la double asymétrie que nous avions posée à l'époque. Nous avions eu l'opportunité d'analyser le rôle et la place du chercheur d'Isabelle Vinatier dans le dispositif de co-explicitation. Et c'était à ce moment-là que je m'étais dit, effectivement, il y a quelque chose qui est dans ce rapport de double asymétrie. Nous pointions à l'époque l'apport spécifique du chercheur, expert de son cadre théorique en pragmatique du langage, qui proposait aux professionnels de nouvelles lunettes pour penser autrement sa propre activité. Ce qui reste vrai en soi, mais qui oublie que le professionnel offre aussi de nouveaux angles de vue susceptibles d'enrichir ses cadres de référence théoriques. Comme aime à le formuler très justement ma collègue et amie Christine, qui me rappelle le temps que j'ai explosé, le professionnel a besoin du chercheur, tout comme le chercheur a besoin du professionnel pour avancer sur leur chemin respectif. Peut-être pourrions-nous avancer la reconnaissance de cette double asymétrie comme principe éthique dans les recherches en didactique professionnelle. C'est une modeste proposition qui ne demande qu'à être débattue. Alors, si je reprends l'exemple développé tout à l'heure de ma collaboration avec Vincent, il semble que si le professionnel comme le chercheur sont partie prenante à toutes les étapes de la recherche, de la définition de l'objet, en passant par le recueil de données et la discussion des résultats, des analyses, jusqu'à la présentation des résultats et leur publication, avec à tout moment la liberté d'interrompre ou de poursuivre, alors peut-être on peut espérer qu'on est dans une démarche éthique. Mais j'insisterai sur la dimension temporelle de la collaboration qui doit permettre cet accompagnement éthique. En effet, une collaboration trop ponctuelle ou trop courte, limitée par la montre et le calendrier par exemple, ne permettrait pas d'établir entre le professionnel et le chercheur la relation de confiance et de respect de la temporalité de chacun. Et cet aspect quantitatif n'est pas le seul à devoir être considéré. La représentation d'un temps unique, continu, linéaire, progressif, irréversible ne convient pas à ce genre de collaboration. Le cadre temporel conventionnel est certes utile pour une question d'organisation, mais il convient d'être attentif davantage au temps pluriel qui se co-construisent pendant l'interaction et qui s'affranchissent en quelque sorte de ces propriétés du temps unique que je viens d'énoncer. Une idée, un concept ne se construisent pas nécessairement à la première occasion. Il faut bien souvent revenir sur des questions complexes en particulier. La représentation temporelle qui convient n'est pas linéaire, mais plutôt spiralaire. Les occasions reviennent ainsi et permettent de saisir l'opportunité, le kéros, au rythme qui convient le mieux à chacun. L'empan temporel avec lequel on se représente la réflexion sur une question donnée et le cheminement de sa pensée tend à s'élargir. Il ne s'agit pas de performer dans un temps donné, mais de considérer le cheminement de son propre développement comme un processus jamais achevé, avec des temps forts, des temps morts, des entretemps, selon l'expression de Gaston Pinault. La bonne temporalité pour porter ce regard sur sa propre activité nécessite des moments, terme que j'emprunte à Rémi Hess et à Henri Lefebvre, c'est-à-dire des créations temporelles ad hoc, personnelles, favorables au travail métacognitif, qui fonctionnent en synergie avec les représentations temporelles que j'ai déjà citées, c'est-à-dire la spiralité, le kéros, l'empan temporel et le rythme. Ce modèle temporel ne suffit pas à garantir l'éthique en didactique professionnelle, bien entendu, mais il contribue à se montrer vigilant en toutes circonstances au respect de la temporalité de l'autre, temporalité qui est toujours affaire de pouvoir et affaire de conscience. Donc effectivement, voici des petites propositions ouvertes pour vous appeler à en faire d'autres concernant double asymétrie, pour travailler dans des recherches avec et pour autrui, et la question du temps, en fait, de la temporalité de ces interactions.
Moi, je voudrais vous remercier à tous, Grégory déjà pour avoir initié, avoir été à l'origine de cette initiative de parler éthique, parce que moi, personnellement, je ne sais pas si je suis la seule ou pas, mais moi, personnellement, je suis dans une relation assez conflictuelle avec ce qu'on appelle les règles éthiques dans les universités aujourd'hui. Et en vous écoutant, je vois qu'il existe une autre éthique que celle qui est pratiquée en université. Et peut-être que c'est en réfléchissant, ça me permet de m'aligner en quelque sorte, de sortir de la délinquance si jamais quelqu'un vous entend et fait évoluer les règles, ce qu'on appelle les règles éthiques aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Je comprends à demi-mot qu'en gros, tu viens de nous avouer que tu faisais une activité clandestine par rapport à l'éthique normative qu'on t'impose, en fait, enfin, dans ton activité de chercheuse, en fait. Pardon. Oui, en didactique professionnelle, si on veut accéder à quelque chose d'intéressant, si on veut creuser suffisamment pour obtenir des résultats pertinents, on doit, qu'est-ce que je disais, investiguer l'intime, mais pas l'intime du point de vue je ne sais pas comment vous avez dit, biomécanique, bio-humain. Voilà. Ça a été résolu, heureusement, en médecine, mais nous, on ne peut pas avoir la même entrée. Puis, qu'est-ce qu'on va faire ? On va rester sur des résultats peut-être lisses, superficiels, au nom d'un respect éthique quelconque. Merci. Une autre contribution. Autre question ou autre proposition pour commencer? Ah oui, alors du coup j'en profite pour dire, peut-être si vous êtes intéressé, on peut ouvrir un groupe de travail qui commencerait à travailler justement sur, très concrètement, donc plutôt sur effectivement quel principe éthique, quel petit point de repère éthique pour un intervenant qui soit formateur, chercheur, en didactique professionnelle, intervenant, consultant, etc. Pour commencer à avoir un travail commun autour de ces questions, pour pas qu'on reste chacun dans son coin, dans sa activité parfois clandestine par rapport à ces questions très très importantes pour notre communauté. Oui. Donc, merci d'abord de tous ces propos. Mais tu fais bien, Grégory, de nous parler de l'initiation de quelques principes éthiques. Parce que je ne sais pas, moi, personnellement, si tu veux, j'ai l'impression d'avoir une sorte d'éthique personnelle dans mes recherches. Et je me garderais bien de passer sous les fourches caudines des chartes éthiques universitaires, qui parfois sont effectivement très bridantes, on va dire, dans la conduite des travaux, mais qui ont probablement une vertu que je n'ai pas encore complètement saisie. Mais en tout cas, je voulais témoigner du fait que on aurait peut-être besoin, mais en même temps, le travail très rapproché qu'on fait avec des professionnels pose la question de toutes les conditions préalables qui s'imposeraient à un travail avec des professionnels. On prend le temps, en général, d'aller dans les univers de travail, de discuter, on va dire, avec toutes les parties prenantes des services de soins, d'un atelier industriel, etc., etc., avant de nous intéresser à la manière dont ils réalisent des tâches, et d'abord de savoir de quelles tâches il s'agit. Et donc, entre les discours que vous avez tenus, qui pour moi sont des sortes de lignes de force très intéressantes, mais qui pour le moment me semblent un peu effrayantes, pour te dire, parce que je ne sais pas trop comment je peux continuer à faire ce que je fais. En tout cas, il y a un chaînon manquant entre vos propos à ce stade, et la pratique de recherche collaborative, souvent déjà, recherche-action, action-formation, formation-action, enfin tout ce que vous voulez qui existe
on va dire, dans le chaland des méthodes de recherche, et dans lesquelles on pratique déjà des choses, mais de manière relativement aveugle. Alors je ne sais pas s'il faudrait que je me soumette à une sorte d'auto-analyse qui me permettrait de voir où je me situe en termes d'éthique et de morale, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire il y a toute une série de propos, et je pensais, comme disait Ottilia, c'est très utile, mais je reste un peu sur le seuil et un peu interdit en me disant, vais-je pouvoir continuer à faire un peu de recherche, quoi. Je reste d'accord sur l'idée d'être sur le seuil. Là, le propos était plutôt d'initier un questionnement plus collectif, en fait, à la fois pour pas qu'on reste chacun devant son propre seuil, et puis parce que en fait, quand on discute entre intervenants didactiques, professionnels, mais peut-être pas seulement d'ailleurs, même les intervenants plus larges dans des recherches-interventions qui se veulent justement collaboratives, en fait, on se pose plein des questions de cet ordre-là, et en fait, on voit qu'on partage certains principes, on pourrait dire éthiques, voilà, qu'on pourrait qualifier d'éthique, mais en fait, je pense que ce serait intéressant de les discuter, de voir ceux auxquels on tient, par exemple, pour reprendre quelque chose qui... Voilà. Alors bien évidemment, ça nous renvoie sur la question des valeurs, ça nous renvoie plein. Et puis, à trop vouloir formaliser, on tombe dans le formalisme et on ne veut pas tomber dans une charte éthique qui imposerait à tout intervenant didactique pro de rentrer dans telle ou telle fourche codide, mais peut-être au moins donner des points de repère ou des points partagés. Voilà. Mais je suis complètement... Enfin, le travail est encore à faire. C'est la dernière. Ah, c'est la dernière. Ah ben moi, c'est ce qu'on m'a dit de dire. Une proposition, j'espère. Non, il me semble qu'elle est inscrite, enfin, les questions éthiques comme ça. Je suis un peu embarrassé, je serais un peu embarrassé comme Paul, évidemment, mais il me semble qu'elle est inscrite dans des choses qu'on a un petit peu évoquées. Elle est inscrite dans la démarche, en partie dans la démarche de la didactique professionnelle ou dans certains principes. Par exemple, penser que le travail n'est pas une application de procédure. Penser que quelqu'un peut se développer. C'est quand même des foutus principes éthiques, si je comprends à peu près ce que ça veut dire. Considérer, par exemple, on revient à la question sur l'organisation de l'autre jour de Anne-Lise. Mais analyser l'organisation du travail pour identifier ce qui ne relève pas de la formation, pour identifier ce qui relève de l'organisation du travail, quand on a une commande, un problème, etc. Pour précisément ne pas tromper les gens en leur faisant croire ou en leur infligeant de la formation alors que c'est autre chose qui est en jeu, ça fait partie de la démarche de didactique professionnelle, de l'analyse du travail qu'on tient, à moins que je tiens de l'ergonomie largement. Hein. Et il me semble qu'il y a tout un ensemble d'éléments de cette nature que j'ai appris aussi en apprenant à être consultant, à faire du conseil en formation. Quand on analyse une demande, à la fois on la tient pour vraie et en même temps on sait qu'on doit la remettre en question. Quand quelqu'un nous dit quelque chose, il dit la vérité et on n'en doute pas, mais en même temps, on peut lui demander d'en dire plus ou de confronter ce qu'il dit à quelque chose qu'on sait par ailleurs, etc. Je dirais, il y a une foule de principes qui me semblent inscrits dans nos méthodes, dans nos démarches, qui peuvent peut-être être mis en évidence comme principes éthiques, qui me sembleraient, je dirais, permettre de garder une certaine opérationnalité. Alors, je sais bien que je ne parle pas nécessairement de ce que vous avez évoqué là, mais de penser aussi ces dimensions-là. Voilà, il y en a bien d'autres, hein, avec des règles comme ce qui nous est dit n'est jamais remonté, ou n'est remonté que d'une certaine manière. Et ça, on est confronté quand on est consultant, pas toujours quand on est chercheur, mais avec les directions, d'autres gens qui peuvent faire quelque chose de ce qui a été dit. Donc, il y a plein de trucs comme ça qui relèvent de déontologie aussi, évidemment. Mais ouais, c'est compliqué pour moi. Reformulation de la demande, le travail de la demande. Il y a plein de choses. Qui a émis cette demande, comment elle a été émise, qui n'a pas pu l'émettre, enfin, tu vois. Oui, il y a plein d'éléments qui appartiennent à la démarche même. Voilà, enfin, bon. Merci, en tout cas, ça ouvre je sais pas, mais bon. Le champ de questionnement. Et je suis complètement d'accord. Et c'est ce type de principe qui pourrait être discuté, partagé, peut-être, voilà, et qui pourrait proposer des lignes de force. Et je reprends et quelques lignes de repère, hein, voilà. Mais est-ce que
Alors, ça va être une toute dernière contribution pour qu'on respecte après le timing, d'accord? Juste, voilà. Je vois qu'il Juste, passe le micro. juste en 2 mots, hein, je suis tout à fait d'accord avec aussi bien Paul que Patrick, mais en fait, du coup, je me rends compte que la conceptualisation proposée, elle est, quand je dis double asymétrie, c'est parce qu'il y a eu une attention à la mise en œuvre des principes de didactique professionnelle dans des recherches collaboratives qu'on en arrive à un moment donné à essayer de choper finalement qu'est-ce qu'on obtient, qu'est-ce qui se joue en fait dans la relation. Voilà, mais bien évidemment que au départ, et sinon je ne serais pas chercheuse en didactique professionnelle personnellement, heureusement que ça repose sur d'énormes principes éthiques de respect du sujet, tout simplement, du sujet qui pense. Ceci dit, ce que tu disais par rapport aux consultants, c'est vrai maintenant en recherche aussi, hein, parce que on est aussi de plus en plus soumis à des commandes, et pour le coup, quelquefois, qui mettent à mal le chercheur et les principes éthiques. Alors qu'on a défini la charte éthique. Alors, on va vous remercier, un grand merci pour la densité, la richesse, voilà, des interventions.